Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était hier après-midi dans le village des Bimpe, à environ 2 mois de la grande messe du football africain, la CAN 2023. Le chef du gouvernement est allé rencontrer la chefferie traditionnelle. Robert Begré-Mambé a également effectué une visite technique au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Journée mondiale de l'urbanisme, on en parle également dans ce journal. Financement d'un avenir urbain durable pour tous, problématique au cœur de la 74e célébration. Déclaration du ministre Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans ce journal. Et puis, conflit Israël-Hamas, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères appelle à un cessez-le-feu. C'était lors d'une adresse devant le Parlement hier mardi. Elle propose comme solution la création de 2 États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans la paix. Dans environ 2 mois, la fête du football africain va se tenir ici même en Côte d'Ivoire. Un véritable challenge. Et tout est mis en place pour la réussite donc de cet événement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a effectué hier dans cette dynamique une visite technique au stade Alassane Ouattara des Bimpe. L'infrastructure devra abriter tous les matchs de l'équipe nationale lors donc de cette CAN 2023. C'est avec Alexis Ouedraogo qu'on retourne sur les lieux. L'inspection est minutieuse. Ce mardi, au stade Alassane Ouattara des Bimpe, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu observer de près les travaux effectués dans ce stade qui doit abriter tous les matchs de l'équipe nationale ivoirienne pour la première phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons passé en revue tous les points qui étaient des points de préoccupation. Nous avons regardé avec les entreprises, le BNET, les ingénieurs qui sont sur le chantier, et nous avons déterminé des repères de dates. Il y a 2 dates majeures. La première, c'est le prochain match de la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Le dispositif qui doit nous conduire à ce match dans d'excellentes conditions a été planté, adopté. Deuxième point de repère, le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bimpe. C'est une exigence, on n'a pas le choix. S'il s'agit de la Côte d'Ivoire, et du président Alassane, qui a mis les moyens qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique et au monde une compétition de très haut niveau. Personne n'a envie de jouer avec ça. Bien avant la séance de travail avec les équipes déployées sur le terrain, Robert Begré-Mambé, face à la presse, s'est voulu rassurant quant à l'implication de toutes les couches de la société pour le succès de cette fête du football. Nous allons rencontrer dans un premier temps les directeurs de publication, dans un deuxième temps toute la presse en ligne, dans un troisième temps tous les anciens sportifs. Nous allons aussi rencontrer les artistes, la jeunesse, nos braves mères qui sont sur les marchés, les transporteurs, tous les leaders d'opinion, pour qu'ensemble nous épousions cette grande célébration sportive qui va être une occasion de montrer au monde entier ce que sont les Ivoiriens, ce qu'est la Côte d'Ivoire, et particulièrement la grande hospitalité, la joie de vivre des Ivoiriens et surtout l'amitié que les Ivoiriens savent exprimer à l'égard de toutes les autres nationalités sans distinction. À ce jour, plus de 4000 demandes d'accréditation presse, dont 800 sur le continent africain, ont été enregistrées. Du 13 janvier au 12 février 2024, le pays sera la capitale africaine du football.
Et hier à Ebimpe, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a également rencontré la chefferie traditionnelle de qui il dit attendre une forte mobilisation autour donc de la CAN prochaine. On retrouve Alexis Ouedraogo pour en savoir plus sur leurs échanges. C'est la place publique du village d'Ebimpe qui reçoit ce mardi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le chef du gouvernement est venu confier à la chefferie traditionnelle le succès de la mobilisation pour la CAN. Vous avez accepté de donner vos terres pour permettre à notre pays de construire une grande cité olympique ici avec un très grand stade, le plus grand de Côte d'Ivoire, qui porte le nom illustre du président de la République, Alassane Ouattara. Nous vous confions toutes les compétitions qui vont se dérouler à Ebimpe ici. Par conséquent, je demande à nos parents, les chefs, les femmes, les jeunes, d'en faire leur affaire. Prenez cela en main. Des mots bien reçus par le village d'Ebimpe qui, par la voix de son chef, s'engage à la réussite de l'événement. Les populations d'Ebimpe et d'Aniama, dont je me fais le porte-voix, vous autorisent symboliquement et spirituellement à vous rendre au stade. Ils vous assurent de leur bénédiction pour que, en votre qualité de chef de gouvernement et ministre des Sports, vous puissiez livrer des infrastructures sportives aux normes internationales pour la compétition. Les populations donnent rendez-vous le 13 janvier 2024 prochain au stade d'Ebimpe pour faire vibrer avec les éléphants toute la Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a procédé ce mercredi au lancement de l'atelier CAN à l'auditorium de la Primature. Il s'agit d'une rencontre qui vise à mettre en évidence tous les détails afférents à l'organisation afin d'offrir à la Côte d'Ivoire et au monde entier la plus belle CAN jamais organisée dans l'histoire de cette compétition. L'équipe du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, au grand complet était donc réunie autour du Premier ministre pour exposer ce qui a été réalisé à ce jour et ce qui reste à réaliser pour l'organisation de la 34e édition de la CAN que notre pays aura le privilège d'accueillir de janvier à février 2024. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du Premier ministre. Quand on a des informations précises sur l'engouement que suscite la CAN dont l'organisation est prévue dans notre pays, on se rend compte d'une chose. Beaucoup dans le monde sportif, sur toute la planète, envisagent d'être en Côte d'Ivoire pour voir la CAN confiée à la Côte d'Ivoire. En organisant cette rencontre, nous visons à mettre en évidence tous les segments auxquels nous devons prêter une très grande attention pour ne rien oublier. Je vous confie le premier de tous ceux qui viennent pour la CAN à l'aéroport. Je vous confie le dernier qui est venu pour la CAN, qui va quitter la Côte d'Ivoire pour regagner son pays, de sorte à ce que, entre les deux, tous les ingrédients qui composent son séjour soient pris en charge, suivis et réalisés à la perfection par les COCAN.
Voilà, et au nombre donc de ces ingrédients, la sécurité, qu'en 2023, la sécurité est donc également de mise. À environ 2 mois de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire multiplie, vous le voyez, les actions pour garantir donc un plein succès à cet événement, en collaboration avec le gouvernement américain. Une formation de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme est organisée. Ce sera sur 3 jours. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. À travers cette session, les États-Unis d'Amérique affichent clairement leur soutien à la Côte d'Ivoire pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023, qui se tiendra en début d'année 2024. Ainsi, 3 jours durant, des services ivoiriens chargés de la lutte contre le terrorisme verront leurs capacités renforcées par leurs homologues des agences américaines. Et l'événement d'aujourd'hui, qui est un exercice de lutte contre le terrorisme international, s'inscrit dans le cadre de notre réponse à votre requête, à notre réponse à notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et le but de cet événement comporte 2 volets: échanger les leçons apprises et améliorer la collaboration. Et les États-Unis restent disponibles pour approfondir nos partenariats pour la préparation d'une CAN réussie et la victoire des éléphants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, exhorte les auditeurs à une participation active afin de favoriser un partage d'informations et une appropriation des meilleures pratiques de prévention contre le terrorisme. En janvier prochain, la Côte d'Ivoire va recevoir beaucoup de monde, de tous les pays d'Afrique et des pays hors de notre continent qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité de ces personnes est de la plus haute importance parce que nous considérons que chacun des participants est un ambassadeur de son pays auprès de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, sa sécurité nous incombe, y compris celle des résidents. C'est pourquoi il ne faut lésiner sur aucun moyen pour garantir non seulement le bon déroulement de la compétition, mais la sécurité de tous les participants. À la fin de ce renforcement de capacité qui se tient à l'école de police d'Abidjan, un plan d'action sécuritaire adapté à la coordination interservices sera validé. On se rend à présent au Sénat où la présidente Kandia Camara a échangé à Yamoussoukro donc avec les ambassadeurs de la République populaire de Chine, de l'Inde et de la Russie. Les 3 pays amis veulent renforcer la coopération parlementaire avec la Côte d'Ivoire. Des missions conjointes sont donc prévues dans ce sens et c'est avec Kader Sogodogo qu'on en parle. Son Excellence Wu Tie, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, est le premier à être reçu par la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Camara. Après avoir félicité la présidente du Sénat pour sa récente élection, le diplomate chinois annonce la volonté de son pays de renforcer la coopération parlementaire avec la Côte d'Ivoire. On la remercie sincèrement. Et les relations, les échanges entre les organes législatifs fait partie importante des relations bilatérales entre nos 2 pays. Et l'Assemblée populaire nationale attache une grande importance à la coopération avec le Sénat. À la suite de la Chine, l'Inde, ce pays ami veut également donner une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire. Nous avons donc parlé de renforcement de la coopération sur le plan parlementaire à travers la visite de son Excellence Madame la Présidente donc, en Inde à son homologue et vice-versa, et également des programmes d'échange et de renforcement de capacité donc des membres du Sénat de la Côte d'Ivoire et également du personnel du Sénat en Inde. Au nombre des pays qui se proposent
d'accompagner le Parlement ivoirien, la Russie. Son ambassadeur en Côte d'Ivoire a fait le déplacement d'Abidjan à Yamoussoukro pour le signifier à l'ex-patronne de la diplomatie ivoirienne, devenue présidente du Sénat. On va voir dans les prochains mois ce que nous pouvons faire concrètement dans le sens de remplir davantage les relations bilatérales. Chine, Inde, Russie, la Côte d'Ivoire s'honore de l'intérêt que ces pays amis lui portent. Nous voulons partager l'expérience des Sénats de ces différents pays et d'ailleurs nous voulons prendre toute notre place dans l'union interparlementaire au niveau mondial pour que la Côte d'Ivoire, à ce niveau-là aussi, puisse démontrer ses capacités, les opportunités que nous avons ici, mais surtout étendre son rayonnement. Avec chaque diplomate, comme le veut la tradition, il y a eu des échanges de présents. Et on évoque à présent la Journée mondiale de l'urbanisme, financement d'un avenir urbain durable pour tous, problématique au cœur de la 64e édition, 74e célébration donc. En Côte d'Ivoire, le taux d'urbanisation s'établit à 53% avec une dizaine de villes d'au moins 100 000 habitants. C'est ce que nous dit notre reporter Lansine Bakayoko. Eh bien, selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, une planification cohérente de nos agglomérations s'impose pour juguler la croissance urbaine qui s'accélère à un rythme effréné. Cette urbanisation galopante de la Côte d'Ivoire est certes porteuse de grandes opportunités, mais elle pose également des défis majeurs, des défis liés notamment aux pressions tant sur le foncier que sur les ressources naturelles. Il s'agit notamment de la mobilité urbaine, de l'emploi, du logement, de la gestion des déchets, du changement climatique, de la prolifération des quartiers sous-intégrés avec un habitat précaire. À ce jour, les actions entreprises par mon département ministériel ont permis de disposer d'un schéma directeur d'urbanisme pour le Grand Abidjan, le STUGA, de procéder à la révision de celui de la ville de Yamoussoukro et de doter l'ensemble des 31 chefs-lieux de région de plans d'urbanisme directeurs. Cette dynamique se poursuit avec l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs des 71 chefs-lieux de département, ainsi que la réalisation des plans d'urbanisme de détail des villes déjà couvertes par un plan d'urbanisme directeur. Notre objectif est de permettre à ces villes, districts et régions du pays d'accélérer leur développement économique, social et culturel à travers et à l'aide d'une urbanisation maîtrisée, cohérente et harmonieuse. Financer un avenir urbain durable suppose la réalisation d'investissements importants pour faire face aux besoins sans cesse croissants en infrastructures urbaines de transport, d'assainissement, d'équipements publics, de logements. Ainsi, à partir de ressources fiscales propres, mais également avec l'appui de partenaires extérieurs, la Côte d'Ivoire investit de manière effective dans un avenir urbain durable. De nombreux projets en témoignent, dont l'actualisation du schéma directeur du Grand Abidjan à l'horizon 2040, le projet d'adressage du district d'Abidjan, le PADA, le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan, le PACOGA, le projet de transport urbain d'Abidjan, le PTUA, le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la poursuite du programme présidentiel de construction de logements sociaux. Afin de combler les inégalités territoriales de nos villes, la Côte d'Ivoire a ratifié un accord de prêt de 185 milliards de francs CFA avec l'Association internationale de développement AID. Bruno Nabagné-Koné entend mettre en place un observatoire urbain en vue d'assurer une veille permanente de l'évolution de nos villes. Voilà, 74e édition de la Journée mondiale de l'urbanisme, célébrée ce jour. Plusieurs grands chantiers annoncés par le ministre Bruno Koné. On faisait le point avec Lansine Bakayoko. En mission en Afrique du Sud, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a eu une séance de travail lundi 6 novembre dernier à Johannesburg avec la ministre sud-africaine des Forêts et de l'Environnement. Au cœur des échanges, la mise en œuvre des accords forestiers existants entre les deux pays. Khalil Diomandé est notre envoyé spécial à Johannesburg. Bien plus qu'une simple rencontre, c'est un appel à l'action. Laurent Tchagba vient réaffirmer à Barbara Crissi, la ministre sud-africaine des Forêts,
la volonté du gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre les deux pays lors de la visite d'État du président Alassane Ouattara en juillet 2022. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts est d'ailleurs porteur de 3 projets pour lesquels il sollicite l'appui de son homologue. Il s'agit de l'aménagement de la forêt classée d'Anguédédou, la création de sanctuaires fauniques et de parcs zoologiques. L'initiative séduit, Barbara Crissi marque son soutien. Je suis donc très heureuse d'entendre la vision du ministre des Eaux et Forêts. Nous nous sommes engagés donc à soutenir le ministre dans la réalisation de ces 3 grands projets qui sont d'une importance capitale, ainsi que la redynamisation de la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre nos deux. Une chose est de signer un mémorandum, mais une autre chose est de se battre pour faire en sorte que ce mémorandum puisse être mis en œuvre. Et ayant pris l'initiative avec mon équipe de venir en Afrique du Sud, avoir le soutien de l'Afrique du Sud au travers du ministre en charge de la forêt, je ne peux qu'être satisfait et content d'avoir réussi cette mission. Pour matérialiser leur volonté de mutualiser leurs efforts, les 2 ministres décident de la mise en place d'un comité de suivi des projets. Sur les questions de financement, la partie sud-africaine s'est dite prête à accompagner la Côte d'Ivoire pour l'obtention des ressources auprès des bailleurs. Une autre rencontre entre les 2 ministres est prévue se tenir en 2024 à la demande de Barbara Crissi, afin de renforcer leurs axes de coopération. Voilà, Khalil Diomandé Ngata Kwame, envoyé spécial donc en Afrique du Sud. Le dossier EcoPlus de ce jour est relatif à la nouvelle réglementation adoptée par l'Union européenne. Notez qu'à compter de 2025, toute exportation de spéculation, notamment le cacao, sera interdite si certaines conditions ne sont pas réunies. Les pays producteurs doivent mener une politique de durabilité et elle inclut, entre autres, la certification et la traçabilité, mais également le respect de l'environnement, dossier proposé par Lanciné Bakayoko. Après le 30 décembre 2024, le cacao vendu sur son marché devra suivre un programme de durabilité. Une échéance capitale pour la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, 40% de l'offre mondiale. En ce début de matinée, Yves Brahima Koné, le directeur général du Conseil Café Cacao, a rendez-vous avec les directions opérationnelles de l'Union européenne au siège de l'institution à Bruxelles. Il est accompagné d'une forte délégation. C'est quasiment l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue. Je me félicite de votre présence ici aujourd'hui à Bruxelles, ce qui pour moi souligne l'importance pour votre pays d'un engagement, d'une coopération intense entre l'Union européenne, la Commission européenne et la Côte d'Ivoire autour de ce que je perçois comme un défi partagé. Un défi partagé, mais pas au même degré. Pour la Côte d'Ivoire, le cacao, c'est 15% du PIB, 3 000 milliards de revenus à l'export, au moins 2 038 milliards distribués annuellement aux millions de producteurs. Toute restriction devrait donc avoir des incidences sur la Côte d'Ivoire. Autour de la table, Yves Brahima Koné, entouré de ses meilleurs experts, essaie de convaincre les Européens. Nous sommes venus essentiellement à cette rencontre pour présenter ce que la Côte d'Ivoire a fait dans le domaine de la traçabilité pour tout ce qui concerne le cacao durable. Face à l'Union européenne, la Côte d'Ivoire plaide pour être classée pays à faible risque. Une demi-dizaine d'arguments sont mis dans la balance. Le recensement, la mise en place d'un système de traçabilité, l'agroforesterie ou encore la reforestation. Nous avons depuis 2018 que nous avons fait le recensement de nos planteurs, le recensement de notre verger. Et donc, en principe, notre cacao devrait avoir moins de problèmes pour entrer sur le territoire européen. Dans les zones de production, les producteurs de cacao ont désormais leur carte. Cette carte multifonction, tout en permettant de disposer d'informations fiables sur les producteurs, permet d'assurer la traçabilité de la production pour la durabilité de la filière.
apportant ainsi une réponse aux exigences du marché international. Mais la carte dispose également d'une puce bancaire pour permettre des transactions financières sur la commercialisation des produits. Monsieur Yo, on a pesé ton cacao, ça fait 130 kilos. On va saisir ça dans le terminal. Grâce à ce procédé, M. Yeo a donc pu récupérer son argent en toute sécurité. Toujours sur le volet de la traçabilité, un système a été mis en place. Il s'agit d'un système visant à garantir la transparence sur l'origine du produit, de sorte à certifier qu'il respecte les normes environnementales, sociales, économiques et de durabilité. Dans le cadre de l'agroforesterie, 7 500 000 arbres ont été introduits dans les plantations de cacao et 3,3 millions d'hectares géolocalisés. Il faut avoir une machette très tranchante parce que le pouvoir aller de manière horizontale doit être toujours à l'air oblique. À 1 cm du doigt, on coupe avec rapidité, on fait ça et nous mettons dans la terre. D'abord, un premier coup de terre, nous remontons bien la terre. L'autre volet important, inclus dans la durabilité par l'Union européenne, est l'amélioration de l'environnement des paysans. En plus des écoles et des centres de santé, désormais l'adduction en eau potable est une exigence. Plusieurs villages ont déjà bénéficié de cet équipement, comme ici à Gotonguiné dans la région de Man. Un moment de réjouissance. Le canton même est surdépassé de cacao parce qu'il y a assez de planteurs que la grande partie sont en brousse et le village est très grand. La population est contente d'avoir la pompe. Ces initiatives sont portées par le Conseil Café Cacao qui en fait une de ses priorités. De 2012 à 2023, c'est au total 1164 forages qui ont été réalisés. Nous avons 1557 pompes à motricité humaine qui ont été posées. Nous avons aussi 150 stations solaires et 10 systèmes hybrides qui ont été posés. Toutes ces actions suffiront-elles à garantir l'entrée du cacao ivoirien sur le marché européen? Là se trouve toute la question. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a initié récemment à Yamoussoukro un atelier à l'endroit des préfets de région. Il s'est agi de les sensibiliser pour une meilleure coordination des efforts de lutte contre la malnutrition. Kader Sogodogo. Les questions liées à la malnutrition demeurent une préoccupation constante en Côte d'Ivoire. Une enquête démographique réalisée en 2021 révèle que le taux de malnutrition chronique global dans le pays est de 23%. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance s'emploie à améliorer la donne. Il a mis sur pied des comités régionaux dirigés par les préfets. C'est justement ces acteurs clés de la lutte qui sont à Yamoussoukro. Moyens opérationnels, sensibilisation, sont au centre de l'atelier. Il faut rappeler que la malnutrition, malheureusement, existe beaucoup plus dans la zone rurale. Pour faire ce travail, le corps préfectoral est effectivement un rôle assez important. Parce que le corps préfectoral est en contact avec les communautés. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré le corps préfectoral encore vraiment pour leur donner plus de moyens et les sensibiliser davantage. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité attend beaucoup de cet atelier. Le préfet des régions, en tant que premier responsable des circonscriptions administratives, est aujourd'hui le président des CORNAPE. Alors, donc, en ce sens, il veille donc à la bonne exécution de toutes les actions mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire en vue de lutter contre la nutrition. Et nous espérons véritablement qu'au sortir de cet atelier, des mesures et des actions concrètes seront arrêtées en vue de renforcer l'action des autorités préfectorales dans cette noble mission. Les 33 préfets des régions présents ont reçu des kits scolaires à l'effet de soutenir le monde rural pour une scolarisation parfaite des enfants. Et on se rend à Bondoukou pour poursuivre. Bondoukou, on parle développement. La vision du conseil régional nous est proposée par Herman Niamien. Pour cette deuxième session ordinaire du conseil régional du Gontougo, pratiquement tous les conseillers étaient présents. À leur côté, le corps préfectoral, les cadres, les élus, les chefs traditionnels et des représentants de la société civile. Président lui-même cette session, le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani a partagé sa vision et son engagement pour le développement de la région
à travers une série de projets ambitieux. Dans le domaine de la production vivrière, il a évoqué la mise en œuvre d'un projet de production toute saison, avec l'installation des cultures sous serre équipées d'un système d'irrigation goutte à goutte. Il y a des moments d'abondance quand il y a la saison des pluies. Donc la politique aujourd'hui que le président veut que je mette en place, c'est de produire en toute saison. Nous sommes à la phase pilote et je suis convaincu qu'après, ça va se vulgariser. Je voudrais vous dire aussi que très bientôt, nous viendrons pour lancer l'agropole du Nord-Est. Le site, a indiqué le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, est déjà identifié et il devrait jouer un rôle majeur dans le développement économique de la région. Le président du conseil régional du Gontougo a donc souligné l'importance de l'unité et de la coopération entre les habitants, les élus et cadres de la région pour garantir le succès de ces projets. Le préfet des régions a appelé à l'union sacrée autour de l'équipe du conseil régional pour faciliter la mise en œuvre des projets pour contribuer au bien-être des populations. Au cours de cette session, les conseillers régionaux ont passé en revue divers points à l'ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption du règlement intérieur du conseil régional, la création de commissions techniques permanentes, du comité économique, social, environnemental régional Césaire, ainsi que la nomination du personnel du conseil régional. Et on termine en image avec cette information, guerre Israël-Hamas. L'Afrique du Sud réclame un cessez-le-feu. C'était lors donc d'une adresse de la ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères face aux députés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.